aussi de l'actualité, la Russie qui célèbre l'annexion des territoires occupés d'Ukraine, c'est notre grand angle. Que pensent les Russes? Sont-ils acquis à leur président Vladimir Poutine? Nous allons tenter de plonger dans leur psyché avec nos invités. Sergueï Girnov, ancien espion du KGB, vous étiez avec nous pour la première partie. Merci d'être là. Et bienvenue à vous, Yegor Gran. Bonjour. Vous êtes franco-russe, écrivain, vos parents étaient des dissidents, votre père l'a durement payé et vous signez aujourd'hui Z comme Zombie aux éditions POL. Donc encore une fois, bienvenue à tous les deux. Vladimir Poutine a livré un discours fleuve très offensif contre l'Occident aujourd'hui. 40 minutes, on écoute le président russe. L'Occident ne souhaite pas notre liberté. Ces pays veulent nous voir comme une colonie. Ils ne veulent pas une coopération d'égal à égal avec nous, mais ils veulent nous voler. Ils ne veulent pas nous voir comme une société libre, mais comme une foule d'esclaves sans âme. La offensive donc contre l'Occident. Yegor Gran, est-ce que vous avez écouté Vladimir Poutine? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? J'ai retenu un salmigondi de commentaires contre l'Occident assez violents. Il vit dans un fantasme partagé par les Russes, par de très nombreux Russes, que à chaque fois que vous sortez dans la rue à Paris, quelqu'un vous accoste pour vous demander si vous voulez pas changer de sexe. Que nos enfants, quand ils vont à l'école, on commence par leur proposer une opération. Donc c'est une guerre de valeurs, d'idéologie? Oui, c'est un globi-boulga de différentes peurs. Je dirais que la peur principale, qu'il n'a peut-être pas évoquée, mais qui est réelle, c'est la peur d'un État de droit. D'un État où les élections ne seraient pas truquées, d'un État où on accepte les gens différents, de religions différentes, de confessions différentes et d'orientations sexuelles différentes. Ça, c'est quelque chose qui leur fait très peur. Et depuis longtemps, on s'interroge sur le soutien populaire pour Vladimir Poutine. Et on a vu ces images aujourd'hui de milliers de personnes. Alors ça fait très mise en scène. Il y a des milliers de personnes qui fêtent en ce moment même sur la place rouge à Moscou donc cette victoire. Sergueï Girnov, est-ce qu'on se trompe sur ce soutien populaire? Il existe. Il existe peut-être, mais déjà sur la place rouge, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas un soutien populaire, ce sont les petits fonctionnaires et les étudiants qui ont été payés pour assister à cette fête. Donc ça, c'est connu, ça a circulé toute la journée aujourd'hui, hier, sur les réseaux sociaux. Donc on sait très très bien qu'ils sont là pour faire la foule. D'ailleurs, c'est pas sur la place rouge, c'est sur la descente Vassilievski qui est à côté de la place rouge. En fait, ce soutien, il est difficile à chiffrer, mais même le centre Levada, quand c'est le Kremlin qui lui a commandé un sondage, a sorti quand même un sondage qui était beaucoup plus inquiétant parce qu'ils ont dit que oui, d'accord, dans la tranche d'âge au-delà de 65 ans, c'est 72% de soutien, mais dans la tranche d'âge qui va aller sur le front et mobilisable, c'est beaucoup moins, et les jeunes, c'est à 56% rejet de cette guerre. Une baisse de 6 points, vous citez cet institut en plus, effectivement, pour Vladimir Poutine. Ces personnes que l'on voit justement célébrer cette victoire aujourd'hui, est-ce que ce sont celles que vous appelez les zombies? Non, pas réellement. Ça, c'est en effet, monsieur a raison. C'est des gens qui ont été payés, c'est des marionnettes qui viennent. Voilà, des figurants pour une mise en scène tout à fait classique du régime poutinien. Non, ce que moi j'appelle des zombies, c'est des gens qui sont sympathiques, qui sont mes proches, parmi mes proches, ou avec qui on peut rire un bon coup. Mais quand vous évoquez la guerre en Ukraine, alors ils vous sortent une logorée de justifications aberrantes, du style l'Ukraine allait nous attaquer, ou du style il faut aller dénazifier les Ukrainiens. Mais comment vous l'expliquez? Vladimir Poutine a reparlé de la Grande Russie, il a évoqué aussi la russophobie. C'est ça qui inquiète les partisans, les zombies? Il y a beaucoup de choses qui les inquiètent, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'ils voudraient imposer aux autres. Je crois qu'il y a un début d'explication, parce que c'est pas aussi simple, c'est un complexe de supériorité qui anime beaucoup de Russes. Ils habitent un territoire immense. Où s'arrête la Russie, on ne sait pas. C'est comme l'univers. Il n'y a pas de frontières presque. D'ailleurs, un des slogans des forces aéroportées, c'est les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Donc quand vous entrez dans une caserne avec des militaires parachutistes, vous voyez ça inscrit. Donc mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les pays limitrophes, surtout les pays limitrophes, devraient tout naturellement subir un certain paternalisme, voire plus, devraient se soumettre déjà par la langue, par leur culture, à cette sainte Russie.
Sergueï Chernov, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Je voudrais même rajouter, parce qu'en fait, c'est une sorte de schizophrénie, parce qu'en fait, il y a tout un mélange de trucs qui sont complètement à l'inverse. Par exemple, ils croient, soi-disant, ils sont orthodoxes, mais en même temps, ils ont importé Dzerzhinsky. Dzerzhinsky a fusillé la moitié des prêtres orthodoxes pendant des années. Ils ont miné des centaines de milliers d'églises, et en fait, pour ces gens-là, ça ne pose aucun problème. Vous savez, dans ce discours, Poutine a commis une faute grave, y compris par rapport à ça. Parce qu'il a parlé de dénazification et il a cité Nikolai Ilyine. Oui, Ilyine, je vous rappelle, discours. c'est quelqu'un qui a vécu de 1924 à 1938 dans l'Allemagne, y compris dans le Reich nazi. Il a soutenu les nazis avant d'immigrer en Suisse et d'y finir ses jours en 1954. Donc, citer Ilyine dans un discours anti-nazi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus horrible? Je ne sais pas, je m'y perds. Oui, Alors, vous avez raison, mais les Russes s'en fichent en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que nous, on s'oriente vraiment sur Poutine et sa clique, mais les Russes, finalement, gobent, acceptent n'importe quelle explication, la plus farfelue soit-elle. Mais est-ce que c'est pas l'ancienne génération, les personnes qui vivent dans les campagnes, qui sont plus pour Poutine, plutôt que les jeunes? Parce qu'il y a entre 3 et 400 000 Russes qui ont quand même fui le pays depuis le début de l'invasion. Même plus que ça. 450 depuis le 24 février, et plus 261 000, juste la dernière semaine après la déclaration de la mobilisation. Donc, oui, alors un peu plus peut-être chez les personnes un peu plus âgées, un peu plus provinciales, mais c'est une maladie qui touche malheureusement tous les strates de la société russe. Aussi bien, j'ai parlé avec des gens éduqués, avec des avocats bilingues, donc, qui ont passé du temps à vivre à l'étranger, et qui me sortent aussi, quand on leur montre des photographies de Mariupol rasé, qui me disent soit c'est fake news, soit ils me disent c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui se font ça, soit ils me disent ah bah de toute façon c'est la faute des Ukrainiens, quand on voit des chars russes arriver, on lève bien sagement ses bras et on se rend. Donc, vous voyez, il y a toute la panoplie. Puis on peut aller encore plus loin, puisqu'il y en a qui disent c'est bien fait pour eux, vivement qu'on fasse le reste de l'Ukraine pareil. Et vous l'expliquez dans Z comme zombie, vous dites que en fait, c'est la télévision qui matraque ces messages, mais que curieusement, Internet est libre, donc on pourrait s'informer autrement. Alors pourquoi ils ne le font pas? En grande partie, Internet est libre. YouTube n'est toujours pas interdit en Russie. 49 millions de Russes regardent YouTube chaque jour. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'ils y regardent? Comme nous, des vidéos de recettes de cuisine, des vieux films romantiques, etc. Mais ils ne regardent surtout pas les discours de Zelensky ou des reportages sur Boutcha ou des enquêtes de journalistes indépendants. Et donc le drame de la Russie, des Russes aujourd'hui, ou en tout cas d'une grande proportion de Russes, c'est une forme de cécité volontaire. C'est-à-dire que l'information, elle est là, mais ils ne veulent surtout pas aller la voir. Oui, une cécité volontaire, vous êtes d'accord? C'est une facilité. Ça veut dire qu'en fait, ça on l'a constaté à la sortie des années 1990. Vous savez, la liberté était venue, et en fait, les Russes, soi-disant, n'avaient pas l'habitude de la liberté. Et finalement, on a constaté qu'ils n'avaient pas envie de la liberté. Parce qu'en fait, la liberté, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Mais pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile d'être libre et d'assumer ses propres choix et d'assumer sa famille, son travail, etc. C'est beaucoup plus facile d'avoir un État paternaliste qui décide pour vous. Vous allez vous plaindre tout le temps, mais on vous donne à manger, vous avez votre gamelle, on vous assure un tout petit peu de train-train quotidien, et après on vous oblige, enfin on vous sert de la soupe, du borsch abominable à la télévision, et puis tout le monde est content. Mais n'est-ce pas en train de changer? Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de témoignages. Alors, ils ne veulent pas les voir, mais on a vu, c'est le New York Times qui a révélé ces témoignages très forts de soldats russes qui étaient à Boutcha, on l'évoquait il y a un instant. L'un dit il y a une mer de cadavres, il parle à sa mère. Un autre martèle, nous n'avons pas vu un seul fasciste ici. Un autre qui est en colère. Ils ont dit qu'on allait suivre une formation. Donc là, il parle des autorités russes. Ces salauds ne nous ont rien dit. Il y a un moment, vous pensez que ça va craqueler? On l'espère, mais honnêtement, je suis plutôt pessimiste parce que
moi j'ai vu d'autres scènes absolument ahurissantes, hein, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que vous voyez une mère qui vient de recevoir le cercueil avec son soldat russe tué en Ukraine et qui à l'enterrement, à travers les larmes, dit « Je suis fier de mon fils qui est mort pour l'opération militaire spéciale et en gros, si j'en avais un second, eh bien je serais fier qu'il suive les pas du premier ». Donc, alors, ce qui est encore plus dingue, c'est que la Russie a connu 10 années de guerre en Afghanistan et que pendant cette guerre-là, il y avait un comité des maires qui a interpellé le Kremlin en disant mais où sont nos enfants, etc. Et là, absolument pas. Il n'y a pas eu l'ombre d'un mouvement anti-guerre. Alors, un petit peu quand même avec la mobilisation. Avec la mobilisation. Là, est-ce que ça va changer ? Il y a eu 7 mois sans mouvement anti-guerre du tout. Alors, est-ce que ça va fragiliser Vladimir Poutine ? Parce que là, il est quand même en difficulté. Il y a beaucoup d'images qui sont montrées, de gens qui sont en colère. Bien sûr, ça va changer, mais je vous rappelle quand même que actuellement, les meetings qu'on a eus, ce n'est pas en Russie. Hein. Ce n'est pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Enfin, il y a eu un tout petit peu, mais c'est surtout Daghestan. C'est surtout les républiques où on a déjà pris énormément de jeunes, où on a déjà renvoyé pas mal de cadavres. Et donc là, les maires étaient en Tchétchénie aussi. Même Ramzan Kadyrov, le bourreau, il a dit chez moi, il n'y aura pas de mobilisation parce que nous, on a déjà donné. Hein. Mais aussi, vous le savez, puisque vous avez été agent au KGB, la répression est féroce. Là, on a vu des manifestations, qu'on soit une vieille dame ou une jeune femme ou un jeune homme, on est embarqué manu militari. On peut le comprendre, ça, la peur. La répression est dure, certes, mais enfin, quand vos enfants, votre mari est menacé de partir à la boucherie, vous faites quand même quelque chose. Je veux dire, en Iran, en ce moment même, la répression est féroce aussi, et pourtant les femmes iraniennes sont plus courageuses que les hommes russes. Enfin, je suis obligé de le voir. Enfin, ça crève les yeux. Et donc, ce qui est très, très, très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de soulèvement massif. Enfin, je veux dire, quand on vous dit il y a 330 000 et qui partent au front, puis qu'en réalité, l'article 7 de cette oukase est voilé, c'est ce qui est marqué, à ne dévoiler que plus tard, et que dans cet article, il serait question de 1 200 000 personnes envoyées au front, eh bien, à un moment donné, ça déborde, vous n'allez pas vous laisser assassiner. Et pourtant, si. Sergueï Girnov, est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que le peuple russe va se réveiller ? Non, je suis aussi pessimiste que vous. C'est-à-dire que je crois que le peuple russe, en fait, pendant Poutine, déjà pendant le temps de l'Union soviétique, il y a eu quand même une sélection négative. Parce que la première révolution, la révolution de 1917, vous avez une grande partie de l'intelligentsia et de l'élite russe qui a soit été tuée, soit été massacrée, soit a quitté le pays. Après, vous avez l'Union soviétique où on a continué à massacrer l'élite. Après, vous avez eu 1991, la dislocation du URSS, l'élite était partie. Et donc finalement, ceux qui sont restés, c'est des imbéciles en quelque sorte. Et donc, ils sont très très nombreux. Merci. Malheureusement. On pourrait en discuter pendant de longues minutes, mais c'est un sujet effectivement. Et merci d'avoir participé à ce grand angle pour nous éclairer donc sur les Russes et leur soutien à Vladimir Poutine.